d'hématie qui circule dans l'organisme, ainsi que la quantité d'hémoglobine que l'on retrouve à l'intérieur de chaque hématie, et ce qui va déterminer la capacité respiratoire de l'organisme. Donc cette capacité respiratoire, c'est la quantité d'oxygène que l'animal peut véhiculer depuis son appareil respiratoire jusque dans ses organes, et quelle est la quantité d'oxygène qu'il peut réellement utiliser. Donc cette capacité respiratoire, on l'exprime en quantité d'oxygène qui peut être véhiculée par le sang, par millilitre de sang. Donc on vous propose ici plusieurs organismes, un phoque, un être humain, et puis un poisson osseux, en fait 2 poissons osseux, macrocarpe, un iguane et une grenouille. Donc on pourrait essayer de se dire dans un premier temps, peut-être que c'est lié au groupe phylogénétique auquel appartiennent ces organismes, peut-être que c'est qu'il y a une progression de la capacité respiratoire, mais alors on voit que certes les amphibiens sont en bas, mais en fait les poissons osseux sont apparus avant les amphibiens, donc ça ne suit pas du tout un élément de phylogénie. Parce que c'est avoir une vision un peu trop simpliste de l'évolution. L'évolution, c'est pas qui est apparu en premier, qui détermine la performance de son appareil respiratoire, c'est quelle est la pression de sélection dans laquelle ces organismes ont évolué. Les iguanes ont une activité locomotrice qui est relativement restreinte, donc il n'y a pas énormément de pression-sélection sur leur appareil respiratoire. Les grenouilles respirent aussi également par la peau, donc elles ont un double appareil respiratoire et elles n'ont pas une activité locomotrice non plus particulièrement spectaculaire. Les macros, par contre, ont une activité locomotrice beaucoup plus intense. Mais vous voyez qu'ils sont assez limités en termes de quantité d'oxygène qui est présent dans le sang. Et on voit que le champion toute catégorie, c'est un mammifère plongeur qui est le phoque de Weddell. Le phoque de Weddell fait des plongées en alternance avec des périodes où il nage à la surface. Et dans ces périodes où il nage à la surface, il a une respiration assez intense où il recharge son sang en oxygène et c'est là qu'il peut atteindre ces valeurs particulièrement élevées de 30 ml d'oxygène pour 100 ml de sang. Et ensuite, il replonge. Donc là, on a une pression de sélection très importante chez ces animaux plongeurs parce que leur capacité respiratoire est ce qui va pouvoir déterminer la durée de leur plongée, donc la profondeur à laquelle ils vont aller, donc le type de proie qu'ils peuvent chasser. Si on essaye de continuer sur quelque chose d'un peu phylogénétique, on s'aperçoit que les animaux homéothermes, c'est-à-dire qu'ils contrôlent leur température interne et qui ont une température interne stable, comme les mammifères, alors il faudrait majuscule, c'est un groupe phylogénétique, les oiseaux aussi sont un groupe phylogénétique, les mammifères et les oiseaux ont plus d'hémoglobine par litre de sang que les animaux qu'on appelle ectothermes, c'est-à-dire qui ont comme température interne la température du milieu extérieur, ils s'équilibrent avec le milieu extérieur. Donc il y a une capacité respiratoire un peu plus importante et généralement il y a un métabolisme aussi un peu plus important parce qu'une part de ce métabolisme entretient tout simplement la production de chaleur pour maintenir cette température constante. Donc dans les autres milieux avec forte pression de sélection qui augmente la capacité respiratoire, il y a, comme on l'a dit, la plongée, mais il y a aussi l'altitude. Les animaux qui vivent en altitude ont généralement une capacité respiratoire qui est plus élevée que celle des autres organismes. Donc cette capacité respiratoire est appelée aussi pouvoir oxyphorique. Phorèse, c'est pouvoir transporter, oxyphorique, pouvoir transporter le sang. Le pouvoir oxyphorique du sang, c'est la quantité d'oxygène qui peut être transportée par unité de volume de sang. Et bien sûr, on sait tous que la teneur en oxygène du sang diminue en cas d'anémie, et l'anémie, c'est la diminution du nombre d'hématies. Donc là, on voit déjà un premier lien entre la quantité d'hématies et le pouvoir oxyphorique, mais ce sera un peu trop simpliste parce qu'il faudra tenir compte aussi de la quantité d'hémoglobine par hématie. Donc, qu'est-ce qui va réellement déterminer la capacité oxyphorique du sang ? Eh bien, globalement, c'est la quantité de molécules d'hémoglobine totale que l'on peut avoir à l'intérieur de l'organisme.
Donc si il n'y a pas assez d'hémoglobine par globule rouge, on va avoir une forme d'anémie, mais pas parce qu'il n'y a pas assez de globules rouges, mais parce qu'il n'y a pas assez d'hémoglobine par hématie. Et c'est ce qui se produit quand il y a une carence en fer ou quand il y a une petite hémorragie chronique non soignée qui aboutit à la même chose, qui fait que l'organisme manque de fer et pour la synthèse de nouvelles molécules d'hémoglobine. Peut-être qu'un problème n'est pas la quantité totale d'hémoglobine, mais la quantité totale d'hémoglobine fonctionnelle. Donc ça, nous en avons déjà parlé avec l'intoxication au monoxyde de carbone, puisque le monoxyde de carbone, quand il est fixé sur l'oxygène, empêche la fixation de l'oxygène. C'est une compétition. Ce sont deux ligands compétitifs, mais le CO a une meilleure affinité que l'oxygène pour l'hémoglobine. Donc à ce moment-là, on a une certaine fraction de la population de molécules hémoglobine qui est associée au monoxyde de carbone et qui n'est pas fonctionnelle, ce qui diminue le pouvoir oxyphorique du sang et amène à tous les symptômes. Si la quantité d'hémoglobine par hématie est normale, peut-être que c'est la quantité d'hématie par volume de sang qui est trop faible. Alors ce qui contrôle la quantité d'hématie par litre de sang, c'est l'érythropoïétine. Érythros, ça veut dire rouge. Donc l'érythropoïétine, c'est ce qui induit l'érythropoïèse, c'est-à-dire la synthèse d'hématie. Donc ce qui est plus connu sous forme de son abréviation EPO, l'érythropoïétine, qui était un dopant assez connu dans tous les sports d'endurance, dans le vélo en particulier, parce que les cyclistes s'injectaient de l'érythropoïétine de façon à avoir plus d'hématie dans le sang. C'était surtout dans les années 70-80. Et du coup, ils avaient de meilleures performances dans tous les sports d'endurance puisqu'ils transportaient beaucoup plus d'oxygène vers leurs muscles. Mais le problème quand on a beaucoup d'hématie dans le sang, c'est que le sang est visqueux, en particulier dans les veines où le sang ralentit, les globules rouges ont tendance à coller les uns avec les autres et ils peuvent faire des bouchons. Et donc les sportifs de l'époque se relevaient la nuit pour refaire du vélo, pour remettre en mouvement le sang, pour ne pas avoir de caillots et tout un tas de complications. Alors aujourd'hui, les dopages à l'érythropoïétine sont très facilement détectés et donc ce genre de dopage n'existe plus. Chez les Tibétains, on a quelque chose de naturel, qui est que dans les gènes, dans les éléments de contrôle de l'érythropoïétine, eh bien, il y a des mutations qui ont été acquises par les ancêtres des Tibétains. On se demande même si c'est pas par les lignées humaines dénisoviennes qu'il y a eu cet allèle particulier qui fait que systématiquement ils ont une surproduction d'hématie. Donc ça leur permet de bien vivre en altitude sans symptômes, contrairement aux gens qui n'ont pas cet allèle. Mais au contraire, ça fait des surplus de maladies quand ils sont en plaine, puisque avoir trop d'hématie a tendance à faire des caillots. Et puis on a évoqué le cas de l'anémie falciforme, mais on a aussi une autre pathologie de l'hémoglobine bêta qui est la thalassémie, qui fait de l'hémoglobine qui est anormale, mais du coup la forme de l'hématie aussi est anormale. C'est détecté par la rate et la rate détruit toutes ces hématies, ce qui aboutit à une anémie par manque d'hématie et des nécessités de transfusion régulières, ce qui fait que sous ces formes homozygotes, c'est une maladie qui est très très invalidante. Alors revenons sur le cas des mammifères marins plongeurs. Donc effectivement, ils ont une capacité oxyphorique qui est plus élevée que la moyenne, mais en fait une grande part de leur performance n'est pas due au pouvoir oxyphorique. Et il est dû au fait qu'ils stockent une grande quantité d'oxygène avec la myoglobine dans les muscles. Donc prenons le cas par exemple d'une baleine ou d'un phoque de Weddell. Les durées de plongée sont de 3/4 d'heure à 1 heure. Et c'est quand on leur a mis des GPS, c'est surtout la profondeur qui a étonné les chercheurs, puisqu'ils peuvent plonger à 700-1000 mètres de profondeur. Donc vu la profondeur, on se doute que la stratégie de ces mammifères n'est pas d'inspirer un grand volume d'air avant de plonger, parce que sinon ils flottent. Et en plus, l'air est plutôt un problème. Si on prend un grand volume d'air et puis qu'ensuite on descend à forte profondeur, cet air est sous pression
Et parce qu'il est sous pression, le diazote, qui normalement ne passe pas la surface d'échange, se met, parce qu'il est sous pression, à passer la surface d'échange. Il se dissout dans le sang. Et le problème, c'est que quand on remonte de plongée à forte profondeur, le diazote passe à l'état gazeux et fait ce qu'on appelle une embolie gazeuse, c'est-à-dire qu'il peut boucher certains capillaires en faisant des bulles de gaz. Et en plus, ça pose un autre problème qui est bien connu des plongeurs, qui est une forme d'euphorie. On appelle ça l'ivresse des profondeurs. Quand on a du diazote qui est dissous dans le sang, ça perturbe le fonctionnement du cerveau et ça fait que les personnes se sentent particulièrement bien et oublient de remonter. Donc c'est pour ça que passer une certaine profondeur, il faut absolument avoir des bouteilles de plongée spéciales dans lesquelles il n'y a pas de diazote. Et ensuite, on fait des remontées lentes de façon à ce que le peu de diazote qu'il y a dans le fluide à respirer puisse dégazer lentement et ne pas faire de grosses bulles susceptibles de boucher des vaisseaux. Donc c'est ce qu'ils appellent faire des paliers. On remonte lentement pour éliminer le peu de diazote qui peut être passé dans le sang. Donc il n'est pas possible pour un mammifère plongeur d'accumuler un grand volume d'air. Autre possibilité alors, c'est un stockage. Stockage dans le sang. Donc effectivement, quand on prend un phoque et qu'on regarde la quantité d'oxygène stocké, c'est 26 litres, quand un homme, c'est à peine 2. Et le sang est un gros volume de stockage, c'est-à-dire que ces organismes n'ont pas plus de sang, ils ont beaucoup plus d'hématie et surtout ils ont beaucoup plus d'hémoglobine par hématie parce que comme je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas augmenter infiniment le nombre d'hématies sans que le sang ne coagule, en particulier dans les veines. Donc c'est beaucoup plus d'hémoglobine par hématie et ils ont en plus beaucoup plus de myoglobine, beaucoup plus de muscles rouges qui leur permettent de stocker aussi directement dans les muscles, ce qui fait que certains muscles peuvent fonctionner quasiment sans circulation sanguine et à forte plongée, les phoques de Weddell ont une circulation sanguine très particulière qui est limitée à la tête et au cœur. Et en particulier, ça alimente le cerveau ne pouvant pas réaliser de fermentation, réalisant seulement la respiration. Il est fondamental que le cerveau reste complètement irrigué. Et on a aussi une irrigation du cœur qui fonctionne à ce moment-là. Et le rythme cardiaque de cet animal ralentit énormément. Il n'a que quelques battements par minute parce que pendant la plongée, la plupart des muscles fonctionnent en autonomie sur la myoglobine. Et certains grands plongeurs apnéistes ont des phénomènes d'adaptation physiologique qui ressemblent beaucoup à ceux des phoques, c'est-à-dire qu'ils ont ces mêmes ralentissements du rythme cardiaque et le sang qui est redirigé vers le cœur, le cerveau, et bien sûr, à force d'entraînement, ils ont aussi, eux aussi accumulé, dans une bien moindre mesure, de la myoglobine dans les muscles. Donc c'est ce qu'une personne peut faire à l'échelle de sa vie en termes d'entraînement. Vous voyez que ça peut se pousser beaucoup plus loin par des générations et des générations de sélection. Donc ce qui va permettre de charger les muscles en oxygène, c'est entre deux plongées, l'animal remonte, il reste à peu près 3/4 d'heure à respirer en faisant des grandes respirations. Donc à ce moment-là, il recharge bien sûr l'hémoglobine de son sang, mais n'oublions pas que l'hémoglobine circule à proximité des muscles, et comme on a vu que la myoglobine avait une meilleure affinité pour l'oxygène que l'hémoglobine, l'oxygène peut passer de l'hémoglobine à la myoglobine. Je retrace très rapidement la courbe classique de la saturation en O2 en fonction de la pression partielle en oxygène, avec l'hémoglobine et la myoglobine. Et donc si on prend à une pression partielle donnée, la myoglobine a une meilleure affinité que l'hémoglobine, d'où un transfert d'oxygène du sang, de l'hémoglobine, vers le muscle, la myoglobine. Donc mettez-les bien à la bonne place, l'hémoglobine est dans le sang, la myoglobine est dans le muscle. Et donc ça recharge aussi le stock de myoglobine du muscle, et une fois que et le muscle et le sang sont rechargés en oxygène, l'animal peut repartir pour une plongée.